À ce moment-là, je me souviens, il y avait à Capri une petite société. Une société n'est pas le mot qui convient parce qu'elle impliquerait quelque chose d'organisé. Non, c'était des gens qui s'étaient retrouvés et qui étant à peu près du même milieu, disons, se fréquentaient, se retrouvaient parfois sur la terrasse, là, à regarder la mer, à prendre un verre. Il y avait différentes nationalités, des Italiens, on appelle un ancien ministre hongrois. Et cette petite société qui était un peu comme ce que laisse la mer après elle et là, ce que la guerre avait laissé après elle. Et cette société a disparu. Et chacun d'entre eux est reparti vers son destin. Il est des écrivains dont l'œuvre est inséparable d'un pays dont ils font leur terre d'élection. C'est le cas de Félicien Marceau. L'académicien ne s'est pas contenté de faire dans la péninsule de fréquents séjours. Il a épousé l'Italie en la personne de Bianca Licenziati, qu'il appelle son volcan personnel. Il est vrai qu'elle est originaire de Capri, non loin du Vésuve. Dans plus d'une vingtaine de ses œuvres, romans, nouvelles, pièces de théâtre, l'intrigue se déroule en Italie. Autant que la beauté du décor, le naturel et la vivacité de ses habitants le séduisent et l'inspirent. Je dirais, c'est pas l'Italie tout entière, c'est le sud de l'Italie qu'il aime particulièrement. C'est Capri, c'est Capri Petite Île, enfin toute son œuvre est traversée de ça, c'est Naples, c'est une Italie qui n'est pas l'Italie classique, qui est une Italie qui échappe à tous les critères et qui se situe déjà dans cet univers qu'il aime beaucoup, d'une fantaisie étonnante, où l'on échappe aux règles. Ces personnages échappent souvent aux règles, ils sont peu conformistes. Et ça, c'est en contradiction totale avec le milieu de sa jeunesse, qui était un milieu beaucoup plus austère. Il ne faut pas oublier qu'il est venu des brumes du Nord, enfin, si on peut considérer que la Belgique, ce sont les brumes du Nord, il est venu d'un pays tout à fait différent. Et il a fait un parcours d'existence géographique qui explique pas mal de choses, certainement. Mais Cortambert était un village un peu particulier, en ce sens que, étant très près de la capitale, de Bruxelles, il était à la fois, un village à deux visages. C'était à la fois un village de paysans, avec des champs, des prairies, des vaches dans les rues, mais aussi, précisément en raison de la proximité de la capitale, habité par des bourgeois qui avaient là des maisons dont quelques-unes étaient même qualifiées de villas. Et avec ce site particulier, c'est que ce que j'appellerais les bourgeois parlaient français dans ce village qui était strictement flamand. Ce qui fait que quand maman m'envoyait acheter quelque chose dans un magasin, elle m'apprenait le mot flamand. Et j'arrivais en disant mon mot flamand sans pouvoir dire s'il vous plaît à côté. Le jeune Louis Carrette, car c'est son véritable nom, appartient à une famille de conditions modestes. Fils d'un fonctionnaire au ministère de l'Instruction publique, il reçoit dès l'enfance une éducation catholique assez stricte. Il est élevé par sa mère et ses grands-parents, en l'absence de son père mobilisé, qu'il ne pourra rencontrer qu'à l'âge de 5 ans, en 1918. Eh bien, peut-être que le fait de ne l'avoir rencontré qu'à 5 ans a laissé une distance entre nous. Je l'aimais beaucoup, et je pense qu'il m'aimait beaucoup, mais finalement, l'intimité profonde, c'était avec ma mère que je l'avais. Le goût de la lecture, je l'ai eu très vite. Dès que j'ai su lire, je me suis précipité sur la bibliothèque de mon père, qui était abondante, qui était essentiellement historique. Le premier livre que j'ai lu sérieusement, c'est un livre qui s'appelait « Gambetta par Gambetta ». Alors mon père m'a dit « ce n'est pas du tout ce qu'il te faut ». Je crois profondément que écrire est une vocation, que ça nous est donné par
un dessein de Dieu ou est-ce qu'il faut voir là un rapport avec le goût qu'on a de raconter des histoires? J'ai eu ce goût-là. J'ai même été menteur. C'est pas, et pas menteur par intérêt, menteur pour le pittoresque. Et une fois que je me suis mis à écrire des romans, je n'ai plus menti. Je dirais autre chose, c'est un homme de sincérité, d'une sincérité de sentiment, d'une sincérité de cœur, d'une sincérité intellectuelle, et il ne triche jamais. Et c'est vrai dans ses livres, il n'y a pas de chemin de traverse qui trompe le lecteur, on sait exactement où on va. Il a la folie de la vérité, Marceau, de la vérité et de la liberté. Une de ses pièces s'appelle « Un jour j'ai rencontré la vérité » et son essai sur le roman s'appelle « Le roman Liberté ». Il y a juste en bas, il y a la petite église où sur la façade, il y a la bouche de la vérité, la bocca de la verità, où la légende veut que si on met la main dans sa bouche et qu'on ment au même moment, la bouche mord. Donc c'est l'incarnation même de la vérité et de ses dangers. Et du danger qu'on court en ne disant pas la vérité. C'est pour ça que j'ai voulu cette bouche de la vérité sur mon épée, comme étant la marque de ce que j'ai essayé de traquer dans tous mes romans, tous mes livres, c'est-à-dire la vérité. Où est la vérité? Quelle est la vérité? Cette vérité, il faut la dire, il n'y a rien d'autre à dire. Et cette vérité-là, c'est notre liberté. À 18 ans, j'ai posé la question de la poursuite de mes études et n'ayant pas de vocation particulière, j'ai pris le droit, comme c'était à l'université de Louvain, l'université catholique. Il y avait d'abord la faculté de philosophie et lettres et puis on passait au droit. Mais immédiatement, je me suis intéressé au journal des étudiants qui s'appelait L'Avant-Garde. Et dès 18 ans, là, j'ai écrit mon premier article. Et du coup, je me suis beaucoup occupé de ce journal. Le jeune étudiant consacre plus de temps à rédiger ses articles qu'à suivre les cours de la faculté de droit. Il se verra donc recalé à ses examens de fin d'année. Ce qui ne l'empêche pas, en 1933, de faire un pèlerinage qui le mène de Florence à Assise, en passant par San Gimignano. C'est alors le choc de la beauté italienne. Il est si brutal qu'il provoque en lui l'apparition de sentiments auxquels il ne s'attendait pas. Sur ces places tantôt closes, étroites et dallées, tantôt vastes, vides et au sol de terre battue, une exaltation me gagnait dont j'étais le premier surpris. J'avançais sur ces routes sèches, quelque chose de solennel cheminait avec moi. Le rude soleil de l'été me tombait dessus, et, comme à coups de hache, il taillait en pièces tout ce que j'avais en moi de futile, de superflu. J'avançais nu. Il me semblait que je marchais vers un rendez-vous, mais je ne savais pas avec qui. Ça, c'est un pèlerinage qui m'a laissé un immense souvenir. Parce que là, véritablement, j'ai connu, non pas une crise mystique, ce sera le grand mot, mais enfin, un trouble profond de la conscience. Et j'ai pris un tournant. La réflexion que je m'étais faite à ce moment-là sur ma vie m'avait amené aussi à la réflexion que j'avais hâte de me précipiter dans la vie. J'avais une sorte d'impatience, je voulais gagner ma vie et je voulais prendre un métier. J'ai été engagé à la radio nationale, qui s'appelait l'Institut national de radiodiffusion, qui était une radio d'État, où j'étais engagé pour présenter le journal parlé.
Et en même temps, comme les heures de service y pratiquaient d'une seule coulée, ça me laissait du temps pour écrire. Et j'ai commencé à écrire mon premier roman qui s'appelait Le péché de complication. Le premier roman, presque inévitablement, tient de l'autobiographie. Autobiographie n'est pas le mot d'ailleurs, parce que très vite je suis arrivé à la conclusion que l'autobiographie est le poison du roman. Il faut parler des autres et jamais de soi. Ou alors le faire une fois. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre Les années courtes plus tard, parce que je voulais donner cette autobiographie, dire tout ce que j'avais à dire sur moi, et m'interdire ainsi de m'en servir dans d'autres romans. Je ne peux plus. Je ne peux plus me servir des détails de ma vie, puisque je les ai donnés une fois. Et donc ça m'oblige, je n'ai pas besoin d'obligation, mais ça m'amène à ne plus considérer que l'imagination. Mais c'est quelqu'un qui a toujours en lui-même le début, l'inspiration d'une histoire. Et cette histoire, il l'a conduit entièrement comme Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Manitou de son histoire. Alors de temps à autre, dans ses livres, on voit un regard jeté à une statue sur une place, une brève description d'une ville, un très beau tableau d'Amalfi, dans les couloirs d'Amalfi. Mais au fond, c'est le monde de Marceau qui est son monde à lui, qu'il s'est, non pas, je dirais pas fabriqué, mais dans lequel il s'est épanoui. Il s'est épanoui à l'intérieur de lui-même. L'imagination, c'est de se mettre dans la peau des gens dont on parle, de reconstituer ce qu'ils sont. Et là, on y arrive précisément parce que on reste attaché. Un roman est une œuvre longue, n'est-ce pas ? Et ainsi, on peut arriver à créer des personnages qui n'ont rien de vous, qui doivent n'avoir rien de vous, et qu'on peut connaître précisément parce qu'on se met à vivre avec eux. Elle avait des yeux immenses qui lui mangeaient le visage, des cils infinis, des joues rondes, des cheveux foncés, coupés courts, comme un garçon, et une voix juste qui taillait net dans les mots. Pour moi, elle venait comme d'un autre monde. Elle me racontait des choses étranges. Au regard de la mienne, sa vie était une forêt. D'elle à moi, il se passait quelque chose de plus grave encore que cette immédiate entente entre nous. C'est elle qui m'a appris le désespoir. Il émanait d'elle comme une vapeur. Elle n'attendait rien, elle n'espérait rien. Elle était là comme une petite idole au fond d'un temple et dont la seule présence supprime tout le reste. C'est à elle que je dois d'avoir su enfin que le désespoir, c'est ce qu'il y a de plus salubre au monde, que lui seul nous soulève, que c'est l'espoir notre faiblesse. Marie-Jeanne est une très jeune fille, moi j'en avais 21, peut-être que j'ai rencontré. C'est quelqu'un qui a compté pour moi, et puis que j'ai cessé de voir. Et puis j'ai écrit un roman alors où je lui ai inventé toute son enfance. Donc je ne savais rien, je n'avais rencontré personne de sa famille, etc. Je l'ai inventé complètement. Je crois que ça illustre très bien ce que je viens de dire, à savoir que il y a des êtres autour de nous ou des circonstances qui sont exactement un tremplin. Un tremplin, on est là et ça vous donne un élan. Le tremplin mais c'est pas un tremplin qui écrit un roman. Parce qu'après ça, on plonge dans la mer, on plonge dans l'océan, ou on plonge dans une piscine, et là, l'aventure commence. Brutalement, le 10 mai 1940, c'est l'offensive allemande contre la Belgique. Louis Carrette, mobilisé, se retrouve dans le midi de la France.
Après l'armistice, il reprend son poste de fonctionnaire à la radio nationale belge de langue française. Chers auditeurs, je suis maintenant avec mon micro en plein centre de Wavre. Là-bas, dans le fond, à 40 mètres de moi, je vois en profil perdu, assez mal, la jolie façade de l'ancienne église, de l'ancienne abbaye des Carmes, qui était devenue l'hôtel de ville de Wavre. La façade est encore debout, tous les murs sont debout, mais les vitres ont sauté, évidemment. Je suis ici en plein chantier, parmi des ouvriers qui travaillent, des maçons. D'autres sont occupés à détruire ce qui reste de murs. Partout, de grands murs de briques. Je finis par croire que l'occupation est un secret. Un secret que nous sommes des millions à avoir connu et qu'il est impossible de communiquer à ceux qui ne l'ont pas connu. On raconte les événements saillants, mais cette couleur générale, cet ennui n'est pas le terme, ce plomb qui était descendu sur nous, ça, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Et finalement, je crois que c'est pour une raison simple, parce qu'il y a la durée, et la durée, c'est très difficile à communiquer. Bon. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une prison, il ne vous suffit pas d'aller passer 3 jours dans une cellule. Ça ne vous donnera aucune idée de l'état d'esprit de celui qui est là pour 25 ans. Pour la raison qu'il y a cette durée et que d'autre part, en y allant passer 2 jours, vous êtes libre d'en partir. Et c'est la même chose pour la misère. J'étais donc fonctionnaire à la radio, je dis fonctionnaire parce que c'était une radio d'État. J'ai gardé ce poste jusqu'au début 1942, en mai ou juin, je ne me rappelle plus très bien, date à laquelle j'ai préféré donner ma démission, étant donné que les mesures prises par l'occupant étaient de plus en plus insupportables. La libération venue a commencé, comme en France, la vague d'épuration, et ou plutôt, j'ai senti venir la vague d'épuration, et j'ai préféré quitter la Belgique à ce moment-là. La frontière franco-belge, à ce moment-là, était hermétiquement close. Il ne restait qu'à foncer. Nous avions pris une petite route qui menait à un poste frontière secondaire. Un peu avant d'y arriver, la voiture a pris de la vitesse. Lancée à 120 à l'heure sur la route mal pavée, elle tanguait comme un hors-bord. Dans la clarté des phares, j'ai entrevu 2 douaniers qui gesticulaient, mais qui eurent l'esprit au dernier moment de faire un saut sur le côté. La liberté, en se tordant le pied, m'ouvrait la barrière. Du côté français, tout dormait. À 2 heures du matin, la voiture s'arrêtait rue du Faubourg Saint-Honoré. Ma vie recommençait à 0. Réfugié à Paris, Louis Carrette apprend que, comme bien des fonctionnaires de la radio belge, jugés collaboratrices, il a été condamné à une lourde peine, 15 ans de travaux forcés. Les chefs d'accusation sont notamment d'avoir ébranlé la confiance des citoyens envers le roi, d'avoir modifié les institutions, d'avoir... Il y a même un des articles qui dit d'avoir fourni des secours à l'armée allemande, mais sur ce point-là, même en mon absence, j'ai été acquitté. Parce que sur les 4 chefs d'accusation, il y en a un où j'étais acquitté. Non, ça fait partie de ce qu'on a appelé la vague d'épuration. Simplement, la Belgique a été très sévère dans sa répression. Pour autant que je sache, elle a été plus sévère qu'un pays comme la France, peut-être parce que elle s'est trouvée dans une situation un peu particulière, avec un roi prisonnier, prisonnier sans l'être tout à fait. On peut dire que les comptes qui ont été réglés là ont été réglés très durement. Et Félicien Marceau s'est trouvé pris dans une tourmente avec laquelle il n'avait pratiquement rien à voir. Car, une fois encore, le journalisme politique, il y a été étranger. Simplement, d'avoir écrit quelque part à un moment donné, ou d'avoir parlé quelque part à un moment donné, suffisait à vous faire tomber dans la catégorie des gens qui n'auraient pas dû s'y trouver.
Vous avez de l'argent? Moi pas. Vous avez un passeport? Moi je n'en ai pas. Vous n'avez pas de passeport? Non, Mrs. Watson. Vous l'avez perdu? Les Américains ne savent peut-être pas qu'en Europe, il y a des hommes qui n'ont pas de passeport, ou qui ont des semblants de passeport, qui ne servent pas à grand-chose, qui ont toujours besoin d'un autre visa, d'un autre cachet. Ces hommes-là, alors, sont en prison. En prison dans le pays où ils sont tombés. C'est plus large qu'une cellule, un pays. Pas beaucoup. Vous, pour passer une frontière, vous n'avez qu'à prendre le train. Moi, je dois remplir des questionnaires. Toujours, partout, des questionnaires. Où? Quand? Pourquoi? Avec qui? Référence. Comment ne pas mentir? Et dès comment? Hop, le piège. Tout recommence. Où? Quand? Pourquoi? Avec qui? Excusez-moi, c'est du whisky, je n'ai pas l'habitude. Je pense que le grand service que peut-être toute cette aventure, cette mésaventure a rendu à Félicien, c'est de l'avoir rendu encore plus libre, encore plus seul. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse faire à un créateur. C'est qu'il soit libre, seul, et qu'il soit reconnu par les gens à qui il s'adresse. Peut-être que Félicien ne serait pas allé aussi loin, aussi vite dans la fiction, dans ce qui est devenu son œuvre, si il n'avait pas été coupé d'un monde de départ pour lequel il n'avait pas une attirance démesurée, si on peut employer l'euphémisme. Quelque temps après son arrivée en France, Louis Carrette n'existe plus que sur les registres de l'état civil belge. C'est désormais sous le pseudonyme de Félicien Marceau qu'il écrira et publiera son œuvre. J'essaye de me lever le plus tôt possible. Il y a une fraîcheur de 7 heures du matin qui est précieuse. Il m'arrive de ne pas faire grand-chose, mais je suis là. Je suis là parce que l'inspiration, ce n'est pas une chose qu'on peut chercher. Elle vient, mais il faut être à sa disposition. Là, à 8 heures du soir, il y a une ombre qui descend sur mon âme et dont l'écriture ne se relève pas. Je ne corrige pas parce que je crois que le naturel auquel je tiens particulièrement, c'est quelque chose qui est donné. Et on n'arrive pas... Puis une page ou une rature, ça me dérange. J'aime que ce soit bien net. Ce qui fait que quand je corrige quelque chose, je refais la page. Même si c'est une correction de 6 mots. On peut me passer une phrase de Marceau, enfin disons 2-3 phrases de lui sans me dire de qui c'est, mais je le reconnaîtrai immédiatement. Si vous le décortiquez, vous allez trouver, je ne dirais pas des recettes, mais une tendance à revenir surtout sur les coqs à l'âne. Ça, il est absolument merveilleux là-dedans. Et la place de l'adjectif chez lui est très amusante, toujours, quand on l'observe. Il ne faut pas l'observer, il ne faut pas le savoir. Il faut le lire comme ça, en disant, mais c'est pas fait pour être vu au scalpel, vous n'allez pas le disséquer. Il faut le lire comme il est. Non, ils sont légers parce qu'ils sont écrits avec légèreté, parce que sa phrase ne pend jamais, ni à droite ni à gauche, parce qu'il n'accumule pas les qui, les que, les adverbes, parce qu'il désosse sa musique. Il la rend parfaitement exquise. Comme il dit, je crois, il a une phrase assez jolie, c'est un écrivain peut faire ce qu'il lui chante pourvu que ça chante. Et chez lui, il y a vraiment la musique, la chanson, la mélodie. C'est quelqu'un qui écrit une langue, je trouve, à la fois parfaite, très très classique, et avec des espèces de bouffées de modernisme. Il peut se permettre de mettre au milieu de phrases très 18e une grossièreté énorme, et c'est le seul écrivain chez qui ce genre de choses passe, je trouve. Le style n'est pas seulement une manière d'écrire, je crois que c'est une manière d'exister, une manière d'être. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute. On ne prend pas un texte écrit n'importe comment, et puis on se dit, je vais badigeonner du style dessus. Parce que sans le style, il n'y a rien. Ce n'est pas comme
ce meuble existe en soi. Je peux trouver que sa couleur est moche et je vais le peindre en rose et trouver que c'est plus joli. Mais ça, c'est pas ça le style. Parce que le style, c'est la table elle-même. C'est à la fois le support et la manière dont ce support existe. Et sans cesse, dit le démon, sans cesse ce regard de Dieu posé sur moi. Comment les hommes font-ils pour oublier que Dieu les regarde? Je voudrais bien connaître leurs secrets. C'est vrai qu'ils ont les arbres et leur feuillage, et les enfants, et les meubles, les murs, les portes, les soucis, les dimanches, les enterrements. Ils s'y enfoncent la tête jusqu'au cou, cela leur permet d'oublier Dieu. Mais moi, je vois au-delà des murs et des arbres, et sans cesse, je vois le long regard bleu dont Dieu m'enveloppe de toutes parts. C'est affreux, je ne suis jamais seul. Croit-on que ce soit commode de travailler dans ces conditions? Je pense que le romancier devrait avoir droit à une petite plaque qui porte ici, et qui porterait ici, et qui leur donnerait le droit de regarder les autres. Dans un restaurant, il m'arrive de regarder les gens d'une manière telle que ça m'attire des regards réprobateurs, oui. L'apparence dit beaucoup. On dit toujours que la vérité d'un être est dans son secret. Et puis on s'aperçoit, primo, qui n'a peut-être pas de secret, secondo, que c'est parfois un petit secret, mais que finalement son apparence est plus importante. Moi, je crois aux apparences. Il l'est, il entend. Il a une merveilleuse oreille et il entend le langage des gens, la différence de langage. Toutes ces pièces ont un relief extraordinaire. Les personnages sont très dissemblables, chacun parle de sa façon. C'est donc quelqu'un qui entend très très bien. Mais il veut bien les entendre, mais c'est lui qui les manipule. Il est le maître de son roman. Et alors, il y a quelquefois chez lui un côté un peu fantastique, un peu irréel des personnages. Mais ça, c'est son humour à lui. C'est un humour tranchant, vigoureux, parfois même dans des pièces comme La Bonne Soupe ou L'œuf. C'est un univers très grossier, un humour très grossier, très violent. C'est extraordinairement étonnant de la part d'un homme qui est d'une telle délicatesse dans la vie, d'une telle générosité. Et tout d'un coup, on découvre dans cette pièce une hargne. Savez-vous comment je l'ai découvert, moi, le système? À cause de cette phrase. Il se réveilla frais et dispo. On croirait pas, hein? Une petite phrase comme celle-là. Eh ben, il y a tout là-dedans. Toute l'imposture. Allez en croire, ils se réveillent tous frais et dispo. Les gens, les journaux, la radio, tout. Ou du moins, s'ils en parlent si souvent, c'est que ça leur arrive. Eh ben moi, jamais je me suis réveillé frais et dispo. Jamais. Le monde devant moi, comme un œuf, lisse, clos, fermé. Avec quoi dedans? Des hommes frais et dispo. Sauf moi. Seul, exclu, différent. L'œuf est une pièce, c'est-à-dire que c'est une histoire et un bonhomme. Ou plusieurs bonhommes, mais en l'occurrence un seul. Cet homme, Magis, qui est un petit employé, découvre que tout le monde dit « je me réveille frais et dispo » et que lui ne se réveille pas frais et dispo. Dès lors, pour lui, de deux choses l'une. Ou je suis un monstre, ou une exception, ou les gens mentent. Et ce n'est pas vrai qu'ils se réveillent tous frais et dispo. En mettant à l'examen tous les lieux communs qui passent à sa portée, toutes les apparences, il va découvrir que ce ne sont que des apparences qui sont parfois vraies, parfois fausses, et c'est la sournoiserie que j'appelle du système, parce que si le système était un mensonge, il ne tiendrait pas.
Aucun mensonge ne tient longtemps. Tandis que quand c'est parfois vrai et qu'on dit que c'est tout le temps vrai, là, la mécanique devient infernale et sournoise, beaucoup plus sournoise et beaucoup plus difficile à détruire. Ce que je voulais, c'était pénétrer dans cet univers qui un jour s'était ouvert pour moi. Pénétrer, m'y installer. Ce fut par Charlotte ou par Hortense, une porte en vaut une autre. J'étais entré au ministère aussi. Un autre univers qui me plaisait. Parce que dans les ministères, le travail, je ne dis pas qu'il sert à rien, non. Non. Il sert. Mais au moins on ne voit pas à quoi. Caterina est la première pièce que j'ai écrite, n'est-ce pas? Et alors, avec la timidité des gens qui ne savent pas, je m'étais strictement conformé à ce que je croyais être les règles du théâtre. Je me suis dit, pourquoi ai-je tenu compte des règles du théâtre alors que je pourrais aussi bien m'en passer? Et brusquement, toute l'architecture, si vous voulez, de l'œuf m'est apparue, parce que l'œuf était un sujet que j'avais déjà dans la tête et que je n'arrivais pas à exprimer en pièces. J'ai vu que je pouvais braver les règles habituelles, ne pas tenir compte des changements de lieu, et arriver à une pièce où c'était un personnage qui convoque les autres. Enfin bon, je suis arrivé à cette forme nouvelle de théâtre. Félicien Marceau invente, avec la collaboration du metteur en scène André Barsac, un dispositif scénique révolutionnaire, une causerie à sketch se jouant du temps comme de l'espace. Du jour au lendemain, c'est la célébrité. Le voici plongé pour des années dans l'univers du théâtre. C'est alors toute une guirlande de succès, parmi lesquels La Bonne Soupe et La Preuve par 4. Nous avons 18 comédiens qui jouent 41 personnages et notre décor, dont vous voyez ici une partie, se multiplie lui aussi puisqu'il y a 32 lieux différents pour l'action. Alors nous avons résolu ce problème grâce à un tapis roulant qui fait défiler dans ce décor les différents lieux de l'action. Ici par exemple, vous voyez une blanchisserie. En somme, ce sont les souvenirs de Marie-Paul qui défilent. Exactement. Eh bien, je vous remercie. Voulez-vous que nous profitions de ce tapis roulant pour nous en retourner? Eh bien, essayons. C'est dangereux. Et je me souviens de Marie-Belle qui disait à Félicien Marceau, ça c'est long là, il faut couper. Alors Félicien disait, non mais c'est important là Marie, il faut que vous le disiez. Ça. Puis Jean-Claude ne peut pas tout dire, parce que moi j'avais beaucoup de tartines et de monologues. Alors elle le regardait comme ça, puis elle s'approchait près de la rampe, elle disait, Marceau, attention, hein, ni Racine ni Claudel ne m'ont emmerdé, vous n'avez pas commencé. Je crois très peu, par exemple, au travail de correction pendant les répétitions. Pendant la répétition, il n'y a plus à corriger, parce que c'est un bloc de marbre qui a été sculpté, et s'il y a des erreurs dans la sculpture, c'est pas à ce moment-là qu'on peut rectifier avec un petit marteau. La longueur au théâtre est une chose très particulière. Ce n'est pas du tout une réplique longue. Une réplique longue peut très bien être tout à fait bonne, et une réplique courte peut être une longueur. C'est le moment où l'attention se détache. Et chose curieuse, alors là, la chose la plus curieuse que j'ai souvent constatée, c'est que finalement, quand sur une certaine réplique on éprouve le sentiment de la longueur, ce n'est pas cette réplique-là qui est de trop. C'est une réplique, 4 répliques avant. Et finalement, ça a l'air surprenant, mais ça s'explique, parce que l'ennui est un sentiment lent. La solitude et l'ennui sont au cœur de Crézy.
Après 13 années d'activités théâtrales ininterrompues, ce livre, paru en 1969, marque le retour de Félicien Marceau au roman et lui vaut le prix Goncourt. Le récit, à l'écriture sèche et dépouillée, de cette liaison entre un député et Crézy, un top modèle, a pu être qualifié par Claude Mauriac de premier roman d'amour des temps nouveaux. Ce décor correspond exactement à l'humanité telle que j'ai essayé de la faire apparaître dans mon roman Crézy. Mon roman Crézy est d'abord un roman sur Crézy elle-même, sur une femme, mais cette femme vit dans un certain univers, dans un univers à la fois de construction et un univers mental qui, en effet, tend à une déshumanisation, tend à quelque chose où la mécanique, où l'escalator remplace l'escalier, n'est-ce pas? Et c'est aussi un monde où finalement l'effort individuel est pris dans une tenaille, dans un étau qui le transforme et l'utilise. Dans Crézy, il y a surtout l'élément du temps qui compte beaucoup, parce que ce qui finalement les caractérise tous les deux, c'est qu'ils sont talonnés par le temps. Et que donc ça devient un amour qui est sans cesse haletant. Si j'oserais dire, Calambo, il est haletant parce qu'il n'a pas le temps. Et d'où l'écriture que j'ai utilisée, qui est une écriture qui elle-même est prise à la gorge tout le temps. Et je sais aussi maintenant la raison, une des raisons de ce mal de Crézy, de son angoisse, de son humeur instable. Ce mal, c'est le mal du crépuscule. De cette heure entre chien et loup, où on dirait qu'ils sont d'accord, le chien et le loup, pour vous dévorer le cœur. De cette heure où, en s'éteignant, le ciel éteint aussi quelque chose en nous. Avance une ombre, c'est la nuit. Avance une menace, c'est la nuit. Pour les autres, pour moi, les instants précédents sont là et nous portent. Je suis à la commission des finances, je sors de la commission des finances, j'ai des papiers sous le bras, un bruissement de paroles encore dans les oreilles. Je pense à ce que je vais dire à la réunion prochaine. Je rentre chez moi, Betty me parle, Antoine vient me montrer ses devoirs, Coralie se fait câliner, du courrier m'attend, ma secrétaire ronronne. La nuit est là, j'y suis arrivé sans m'en apercevoir. À ce brouhaha répond chez Crézy le silence. Ces instants précédents ne l'apportent pas. Pour Crézy, l'instant n'est que l'instant, il ne se prolonge pas. Fini, il sombre. Que ce soit une héroïne historique comme Katharina, que ce soit une héroïne contemporaine, une call girl comme Crézy, ou l'héroïne de La Grande Fille, ce sont des femmes qui, à un moment donné, décident d'exercer un pouvoir sur les événements, sur le destin d'un homme, ou sur la nature d'une relation amoureuse, sexuelle ou non, avec un homme. Mais elles ne décident pas ça pour avoir le pouvoir. Elles décident ça parce que l'homme ne le décidera pas tout seul et il laissera aller les choses. Il laissera parce qu'il a peur de perdre un avantage acquis. Et il y a une souplesse de l'intelligence de femme avec laquelle Félicien est totalement en phase. Il y a en lui une part non pas de féminité, mais d'adhésion à tout ce que la féminité peut avoir de supérieur à la masculinité dans la pratique, qui est très très séduisante. Et il y a une unité chez Félicien entre son regard sur les femmes, la manière dont il les fait parler, dont tout à coup son visage s'illumine dans la vie lorsque entre quelque part une femme, non pas parce qu'elle est jolie ou jeune, tout ça, mais parce que tout à coup c'est un autre monde, donc c'est une fenêtre qui s'ouvre. Nous avons été à Capri en hiver, vous vous souvenez, pour des vacances de Noël. Et c'était délicieux. Ben oui. Alors c'est la période où il n'y a personne, là? Ah oui, ça, maintenant il n'y a plus personne. Avant, il y avait un peu cette société d'étrangers, mais maintenant, il n'y a pas.
il y a une place, le lieu géographique principal. Quand c'est l'hiver, en dehors de la saison, ce sont alors les gens de Capri qui reviennent alors qu'en été ils n'y vont pas. Et là, alors vraiment, ça fait très, très théâtre. L'idée qu'on se fait d'un théâtre italien, il y a quelque chose de particulier qui tient à la langue, je crois. C'est qu'il n'y a pas de E muet, comme en France. Ce qui fait que le langage français a sans cesse un moment de suspension, qui est le E qui n'est pas articulé. Il y a ce petit coussinet qui chez eux n'existe pas et qui leur donne une assurance, une élocution. Tout naturellement, ils finissent par dire le propos le plus banal avec force. N'est-ce pas? Nous, quand nous disons tiens, il fait beau, on se rend compte que ce n'est pas très malin, que ce n'est pas très original. On le dit modestement, c'est-à-dire qu'un Italien dira ah, fa bello. Une île, c'est quelque chose qui vous sépare de toute votre vie. On dirait que dans une île, les nouvelles de l'extérieur arrivent à la nage, c'est-à-dire trempées. Elles arrivent nues, elles perdent de leur force de percussion. D'où le danger des îles, d'ailleurs. Je crois que rester longtemps dans une île vous amène à l'indifférence. Mais d'autre part, vous procure pour commencer la zone d'indifférence qu'il est bon d'avoir. Il est bon d'être... Dieu nous a, pour nous aider à vivre, nous a donné deux grandes vertus, c'est l'oubli et l'indifférence. Mais en même temps, comme dans toute chose, un excès d'indifférence finit par vous dessécher. Et c'est le danger. On trouve dans les îles des gens dont on a l'impression qu'ils sont derrière un canapé et qui n'en bougent plus. Le spectacle continu de la nature n'incite pas au grand labeur. Où sont les peuples travailleurs? Dans les pays tristes. Le paysage est morose, l'œuvre de Dieu un peu manquée, alors on préfère encore regarder son dossier, son écrou, son travail. Puis dans les pays du Nord, il faut de l'argent. Ne serait-ce déjà que pour égayer cet intérieur dans lequel l'inclémence du climat vous force à passer le plus clair de votre temps. L'Italien du Sud, dit-on, est paresseux. Calomnie. Transplanté dans les pays tristes, il travaille. Mais chez lui, pourquoi travaillerait-il? Pour boire et manger? L'Italien est sobre. Pour se chauffer? Quel charbon vaut un seuil de porte tiédi par le soleil? Pour orner son intérieur? Faribole. L'extérieur est là, merveilleux. Se non vado io, Sarri, è finito, perché sono l'unico proprio che mi ha fatto cantare per 20 milioni e il mio segretario lo faccio anche per... Parce que je me mets dans leur peau, je les aime. Et puis, il y a cette rapidité d'esprit qui est extraordinaire. Après, une fois, je passais en voiture et je crie à un passant, « Je viens Garibaldi !» Il m'a fait. Et primo, c'était clair. Secondo, c'était dans l'instant. Tandis que dans tous les autres pays, vous demandez votre chemin à quelqu'un, il réfléchit pendant 3 minutes. Oui, même si généralement il répond, je ne suis pas du quartier, mais même quand il le sait, il doit réfléchir. Tandis que là, c'était clair. J'ai l'impression qu'il n'a rien perdu en route, il n'a aucun défaut de vieux monsieur, il n'a ni l'amertume, ni la raideur. Les honneurs ont toujours glissé sur lui comme une pluie bienfaisante. Il est académicien, mais avant d'être académicien, je dirais qu'il est vert et qu'il est resté vert et peut-être qu'il l'est de plus en plus. Il y a ce pétillement qui dissimule à la fois une certaine nostalgie, qui dissimule une sérénité qui est tout de même une sérénité un peu triste,
Et plus les difficultés se sont accumulées dans la vie de Félicien Marceau, plus la légèreté l'a emporté. Je crois que c'est cela qui est le plus caractéristique de cet homme et le plus admirable. On croit trop souvent que la jeunesse, c'est la pureté et que l'âge dégrade. Pas un instant je n'ai éprouvé cela. Si peu que je vaille, je sais bien que je vaux mieux maintenant qu'à 20 ans, que j'ai pris plus de rigueur, plus d'intransigeance, plus de fierté. Je me croyais malin, c'est une des formes de la bêtise. Je sais maintenant que je ne le suis pas, et que d'ailleurs la malice ne mène pas loin. J'avais des élans, j'en ai encore, et de plus ingénus. J'avais une idée petite de l'homme. J'en ai maintenant une grande, et elle me fait errer moins souvent. Ce qu'on perd en route, finalement, n'est rien à côté de ce qu'on gagne.